Ça devrait être le cas pour l'enregistrement. On devrait tous avoir une petite bannière qui nous dit que l'enregistrement est en cours. Voilà. Je vais donc déjà lancer notre vidéo sponsor tout de suite. Je me tais. Voilà, on va pas la faire en boucle. Merci pour la vidéo en tout cas de présentation. Et allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous poser plusieurs choses. Déjà, on va vous présenter qui est autour de la table, parce que je pense que c'est juste essentiel de savoir à qui nous avons affaire aujourd'hui. Donc, je vais, pour ceux qui connaissent déjà ce matin Joël, donc je vais laisser la parole à Tristan en premier pour se présenter, que vous connaissez forcément, qui est l'un de nos cofondateurs du club Port Billard. Mais Tristan, rien de mieux que toi pour te présenter toi-même. Tu as la parole. Bonjour à tous, merci Guillaume. Ravi de vous retrouver pour cette session du Power Saturday. Donc moi effectivement c'est Tristan, Microsoft Data Platform MVP, cofondateur du club Power BI, qu'on a initié il y a un peu plus de 4 ans avec Jean-Pierre Riel. On est très fiers aujourd'hui d'être aussi nombreux. On est plus de 3000 maintenant au club Power BI. On a une chaîne YouTube, un forum, donc pas mal de choses. Et puis à côté de ça, je co-gère une boîte qui s'appelle DataPulse et qui fournit des prestations de conseil et de formation, principalement sur Power BI, mais aussi un petit peu sur Azure, la Power Platform, Power Apps et Power Automate. Voilà. Merci Tristan, super. Et puis maintenant, vous le connaissez aussi, il est intervenu ce matin aussi dans la table ronde de ce matin. Joël, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, donc Joël Kress, je suis référent Data et BI dans une compagnie qui s'appelle Exactis Nelite. Donc je suis MVP Data Platform comme Tristan et comme Guillaume. Et mes spécialités, bah, c'est essentiellement tous les services data Azure plus Power BI, bien entendu. Et je vais me présenter pour ma part aussi. Donc, je suis Guillaume. Je suis aussi, je fais partie aussi du club Power BI pour la région, pour les Hauts-de-France, hein, sur l'île. Et je suis aussi à côté le dirigeant et le créateur du cabinet de conseil KPI Consulting. Et on accompagne toutes les problématiques de pilotage, gestion de la performance et tout autour de Power BI aussi, autour de la data. Voilà. Le sujet du jour est peut-être plus important que nous aujourd'hui. En fait, on va discuter autour de la performance. On va discuter autour de l'architecture, enfin en tout cas de tout ce qui est des grandes volumétries qu'on pourrait trouver dans l'univers de Power BI. On est full Power BI aujourd'hui. Donc trois grands sujets, hein. On va savoir un petit peu où le stocker, comment le stocker, les différents types de connexions, comment on va pouvoir optimiser, aller chercher de la performance dans tout ça. Joël va nous faire une introduction et en fait l'idée aujourd'hui, hein, cette interaction, alors je le répète, c'est comme ce matin, une table ronde, elle est faite pour être interactive. Donc il va impérativement falloir que vous nous posiez des questions si vous en avez envie dans le chat. On pourrait même imaginer après aussi des interactions. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on va y répondre. N'hésitez pas à vous présenter, etc. Joël va nous présenter avant même de démarrer, de planter le décor. On va remettre un petit peu de vocabulaire. On va remettre un Ok. petit peu de sémantique et de sens. Joël, je te laisse la parole. Tristan, bien évidemment, je ne précise pas que tu es là aussi pour nous couper, nous contredire ou infirmer ce qu'on peut raconter. Et j'en ferai de même avec grand plaisir. Allez, on va introduire tout ça et je pense que déjà, dès le début, on va avoir déjà un mini débat puisque le but, c'est quand même de présenter un petit peu le vocabulaire voilà, pendant 1 heure et demie, on va parler data, on va parler cube, on va parler d'un certain nombre de choses. Et donc, le mieux, c'était de fixer une bonne fois pour toutes ce qu'on entend par chaque terme. Donc, pour que vous puissiez suivre, pardon, et que nous, on parle exactement de la même chose.
Juste avant de la présentation de ce petit vocabulaire, de cette petite intro, je voulais rajouter, mettre cette citation de Peter Sondergaard. Alors, Peter Sondergaard, c'est un ancien vice-président de Gartner. Je pense que c'est la personne qui est le plus citée au monde dans les conférences data, mais on ne dit jamais son nom. Donc c'est lui qui a dit la fameuse phrase « Information is the oil of the 21st century ». Et ce qui est important, c'est que je trouve qu'on cite beaucoup la première partie de la phrase, on ne cite jamais la seconde partie. « And analytics is the combustion engine ». Donc en fait, quand on parle data, on va parler analyse de données derrière, et c'est très très important, et c'est crucial. Donc très rapidement, un peu de vocabulaire. On va distinguer différentes choses. On va parler data, on va parler BI. Donc, on va forcément faire référence à un certain nombre d'éléments dont on parle communément en BI. Si on représente en fait le process classique d'un SI et de ce qu'on va pouvoir extraire pour exposer des données analytiques, on a toujours dans n'importe quel système ce qu'on appelle une base de données opérationnelle. C'est la base de données de production d'un système, que ce soit un CRM ou un ERP ou quel que soit le système. C'est assez souvent classiquement une base de données relationnelle, mais pas que. Et donc, généralement, quand on fait de l'analyse dessus, on va faire une extraction. La flèche ETL que vous voyez en jaune qui apparaît ici. Le ETL, si vous n'êtes pas familier de ce terme, c'est pour extract, transform et load. On parle d'ETL, on parle parfois d'ELT, selon l'ordre dans lequel on va faire ces extractions, ces transformations et ce chargement. On parle éventuellement, mais ça on va peut-être pas beaucoup en parler, mais si jamais on l'évoque, on parle aussi d'ODS, qui est une zone de stockage en quelque sorte de données brutes avant même de les transformer. Et à partir de cette base de données opérationnelle, on va arriver à stocker la donnée de manière optimisée pour de l'analytique dans une autre base de données qu'on appelle le data warehouse. Donc, quand on parle de data warehouse, c'est une autre base de données séparée de la base de données opérationnelle sur laquelle on va pouvoir se connecter pour faire de l'analytique. On va pouvoir requêter pour faire des restitutions. Et le data warehouse, la définition, juste pour donner une définition dans des papas du data warehouse, Bill Inman, un data warehouse, c'est une collection de données, donc une base de données, orientée métier, intégrée, variable dans le temps, donc on stocke l'historisation dans le temps des données, et non volatile, utilisée en support des décisions managériales. Le dernier élément qu'on va avoir dans cet ensemble-là, et dont on va parler cet après-midi, c'est le cube. On va beaucoup parler de cube. Le cube, qu'est-ce que c'est? Classiquement, dans une architecture BI, le cube, c'est je vais avoir une définition peut-être réductrice, mais c'est une compilation, ou du moins une représentation des données issues du data warehouse, de manière en quelque sorte compilée et prête et optimisée pour faire de la restitution dessus. Alors, ce terme de cube, on va peut-être justement commencer à débattre dessus, parce que je pense je l'ai déjà entendu dans la bouche de Guillaume ce matin, ce terme de cube, et on peut l'utiliser. Derrière, il y a plusieurs technologies qui peuvent être considérées en tant que cube, et voire même on va pouvoir peut-être étendre cette notion de cube à la notion de modèle sémantique qu'on utilise beaucoup lorsqu'on parle de Power BI notamment. Il y a 3 couleurs que j'ai représentées sur ce schéma. Le bleu, Joël, c'est... Oui, je me permets tout de suite, vas-y. Nico, parce qu'une question très intéressante Vas-y. intervient. La question est, quelle est la différence entre un data warehouse, un data mart et un cubolab? Est-ce Alors, qu'on y répond maintenant? Est-ce qu'on y répond après, messieurs? À vous de choisir. je peux y répondre. Je peux donner ma définition, parce que là, je pense que Oui, et on la complétera différence... si on n'est pas Ouais. d'accord, bien évidemment. Allons-y.
Alors, Datamart, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà 2 écoles dans la BI. Il y a l'école Kimball et l'école Inman. En gros, le Datamart peut être considéré comme une vision métier, mais sur un périmètre donné du data warehouse. Donc, une représentation sur un périmètre défini de la donnée analytique. Je ne sais pas si Tristan, tu es d'accord avec ça ou tu as peut-être une autre définition. Si, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Rien à ajouter pour l'instant. Voilà. Après, il y a différentes écoles et on peut passer 1 heure sur ces débats. Il y a les gens qui vont te dire que le data mart fait partie, et donc un sous-ensemble du data warehouse. Tu en as d'autres qui vont te dire au contraire que le data warehouse contient l'intégralité des données de tout le périmètre et que le data mart est un mini-cube qui va être exposé. Mais techniquement, c'est des données analytiques prédéfinies sur un périmètre donné et sur un périmètre métier donné. Ouais, alors pour moi, je suis plutôt en phase avec ce que tu dis, Joël, sur la première partie de la question, enfin de la réponse. Mm. Pour moi, un data mart, c'est pas un cube. Ça reste des C'est tables un à data plat, mais warehouse. Bien sûr. qui sont structurées pour la BI, qui vont être ensuite exposées à un modèle de données. Voilà. Et ensuite, évidemment, le cube, bah, c'est le modèle de données avec les relations entre les tables, vos indicateurs, les ratios, les cumuls temporels, les comparaisons n-1. Et ce fameux modèle de données, il va servir de source ensuite pour alimenter plusieurs rapports. Le but étant évidemment de pouvoir maximiser, enfin de rentabiliser un maximum ce cube et qu'il puisse répondre à un maximum de questions métiers différentes. Tout à fait. Et Parfait. la notion de cube, j'insiste, là on parle de notion globale. La notion de cube, derrière, on n'a pas encore mis de techno derrière, mais la notion de cube, on va la retrouver. Quand on pense cube, euh, automatiquement, on pense souvent à SSAS. La notion de cube, elle n'est pas que dans SSAS, elle est dans bien d'autres outils qu'on connaît bien. Et J'aurais juste justement, on va précisé, en Joël, parler. que, parce qu'il y a une tête des gens qui nous rejoignent, pour qui Mhm. SSAS est un mot qui Alors, n'existe pas. SQL Server Analysis Services. Et pour repréciser le propos de Joël, SSAS est déjà de toute façon l'une des bases de fonctionnement de Power BI. D'ailleurs, quand vous ouvrez un Power BI, par définition, sans même avoir quoi que ce soit sur votre machine, il vous ouvre un processus SSAS, parce qu'il va utiliser cette technologie-là derrière. C'est important oui. aussi de le repréciser. Ouais, alors après, on va rentrer dans des débats techniques, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un moteur SSAS derrière. Les technologies autour des cubes SSAS peuvent être diverses. Il y a 2 types de Absolument. cubes. SSAS est un outil qui est considéré comme un outil on-prem. Et c'est vrai que Power BI Desktop, lorsqu'il est ouvert, crée un cube SSAS tabulaire, donc on-prem sur votre poste de travail. Exactement. Alors, il y avait une OK. autre question sur le in-memory, mais je pense Ouais, qu'on va y Il y répondre aura peut-être pas un après, peu ouais. plus tard quand on ok. parlera de la volumétrie. Exactement. Est-ce qu'on introduit directement la différence OLTP, OLAP? Je pense que c'est bien de le faire, oui, parce qu'on va utiliser ces termes dans pas longtemps et je pense que Ok. c'est bien de remettre un peu de contexte. La distinction, alors là, c'est une distinction au niveau le plus high level entre OLAP et OLTP. C'est pour ça que j'ai repris les codes couleurs de mon graphe. Le OLTP, c'est-à-dire Online Transactional Processing, c'est tout l'aspect processus des bases de données opérationnelles, c'est-à-dire classiquement des bases de données des applications métiers, qui sont des bases de données relationnelles normalisées. Ceux qui ont fait du SQL ont l'habitude de modéliser de manière normalisée ces bases de données. Et ce sont des process qui sont optimisés pour à la fois l'écriture, la mise à jour, la suppression, bien entendu, d'enregistrement et la lecture. Donc ça, c'est très important. OLTP, c'est fait pour que tous ces process-là soient optimisés. Et donc, on va être au niveau, on va parler de transactions, dès qu'on a une modification à faire dans la base de données, on va être dans un contexte de transaction de manière à ce que toutes les modifications à la fin de la transaction soient cohérentes. Côté OLAP, donc Online Analytical Process, on est sur un process analytique. On n'est pas forcément sur une base de données relationnelle normalisée. On peut être sur du dénormalisé, on peut être sur du cube, on peut être sur différentes choses. Et c'est optimisé pour l'analyse multidimensionnelle. Donc, c'est-à-dire que pour le croisement
entre plusieurs axes d'analyse et la remontée d'indicateurs. Et c'est également optimisé pour de la lecture. Donc là, il n'y a plus besoin de il y a plus de problématique d'écriture et de mise à jour, et ce qui fait qu'on peut se permettre d'avoir des bases de données dénormalisées. Ok. Un petit point de précision avant de démarrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que ça fait 15 minutes, on a pile poil dans le temps, c'était ta partie. Nickel. On va aussi requalifier ce qui est de volumétrie, pas volumétrie. À partir de quand on considère qu'on est dans du volume ou pas du volume. Je ne sais pas après s'il y a une règle toute faite, toute définie, mais aujourd'hui, Power BI il est fait pour lire de la très petite volumétrie, si on le souhaite, comme de la très grande volumétrie. Le but du sujet aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a évoqué ce matin, hein, Joël, sur la table ronde de ce matin. On ne va pas parler de fichiers plats de 500 lignes, bien évidemment. On va monter sur des choses beaucoup plus complexes. Tristan va nous apporter d'ailleurs, Joël va commencer aussi, mais Tristan va nous apporter un cas de métier bien représenté avec beaucoup de volumétrie. On va commencer aussi par parler, Joël, aussi de stockage de données, parce que quand on parle de volumétrie, on va bien pas mettre ça dans une feuille Excel, bien évidemment, mais pas que en tout cas. Ça pourrait être une source, mais en tout cas, ça on va le stocker. Donc avant de parler de ça, on va commencer à parler stockage, Joël, avec toi. Et Tristan, mais est-ce que Joël et Tristan, vous avez une définition qu'on pourrait donner, je ne sais pas si elle existe, hein, je n'ai pas vraiment d'idée, sur à partir de quand on considère qu'on est dans de la volumétrie? Est-ce quelque chose qui existe à votre avis? Alors, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est que c'est toujours très relatif. Et on va chez des Voilà. clients qui nous disent oui, nous, on manipule des gros volumes. Puis on leur demande OK, combien de lignes et combien de colonnes, par exemple, votre plus grosse table? Oh, je sais pas, peut-être 300 000 lignes et 15 Ouh là colonnes. là. Et donc, à l'échelle d'Excel, c'est beaucoup, puisque Excel est limité par 1 million de lignes, à moins d'utiliser Power Pivot, évidemment, et Power Query dans Excel. Donc, tout est relatif. Moi, je commence à sérieusement me poser des questions sur l'architecture, sur qu'est-ce que je veux faire en amont, qu'est-ce que je vais faire dans Power BI, autour de 10, 20 millions de lignes. Mais après, ça va dépendre du nombre de colonnes, il y a tellement de facteurs qui peuvent impacter. Mais bon, c'est vrai qu'en dessous, on peut ne pas trop se poser de questions, à mon sens. Ouais, Ouais, en je, dessous, je- on je peut. suis assez d'accord. Alors moi, j'ai un petit point divergent là-dessus sur la volumétrie, parce que après, ça dépend aussi de quel cas métier on peut avoir en face. Moi, je suis un tout petit peu en dessous de Tristan. Parce que c'est déjà pas mal. C'est vrai que quand on est déjà qu'il faut effleurer les quelques millions, alors je sais pas si c'est 15, 20 ou 5 ou 8, c'est pas là le débat, mais tu as tout à fait raison, il y a des limites, il y a des limites déjà d'outils, mais en fait, la volumétrie ne va pas s'exprimer qu'en nombre de lignes. Je vais prendre un exemple très bête. J'ai un client qui gère 1 téra de lignes, beaucoup, hein, c'est des milliards, mais sur 2 colonnes. C'est des mouvements de stock. Je m'en fous. En fait, j'ai quasiment pas de volumétrie. Par contre, quelqu'un qui va gérer sur 200 millions ou 2 millions ou 20 millions de lignes sur 150 colonnes ou 200 colonnes, on est encore dans une autre problématique aussi. Et là, on y viendra tout à l'heure, hein, les gars, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Ça dépend aussi du jeu de données qu'on va en voir en face, comment il est stocké, où il est stocké, et sa composition. Alors, si effectivement, tu as un nombre conséquent de colonnes, colonnes et un nombre conséquent de lignes, là, la problématique n'est plus une problématique de volumétrie, mais une problématique de modélisation. Là, on parlera peut-être tout à l'heure des bonnes pratiques de modélisation Exactement. On va y venir tout de suite. du modèle. Après, il y a je dirais que les éléments, moi, les critères que je vois lorsqu'il faut, enfin, les critères qui me font changer la façon, l'architecture de base sur laquelle je vais partir, ça va pas être que la volumétrie. Je vais revenir un petit peu sur la définition de big data parce que ça a du sens et très souvent, c'est uniquement dans la tête des gens, le big data, c'est que de la volumétrie. Le big data, c'est 3V, c'est la volumétrie, la vitesse, la vélocité Bien sûr. la je n'ai plus en tête le troisième V, aidez-moi, mais l'hétérogénéité des données. Voilà, je ne sais plus le terme du V. C'est pas très grave, on a compris le La principe. variété, ça y est, j'y suis Ah arrivé. oui, ok. La variété. Donc en gros, on peut avoir des problématiques soit de stockage, soit d'optimisation, soit de perf, sur de la volumétrie, bien entendu, sur un grand nombre de lignes. On peut en avoir sur de la donnée qui arrive en temps réel ou qui est stockée en temps réel quelque part et qu'on veut requêter en temps réel ou en quasi-temps réel. Et on peut en avoir si la donnée n'est pas une donnée structurée, mais si elle est semi-structurée ou pas structurée. Alors, je te propose, Joël, d'attaquer directement le sujet. C'est qu'on va se dire, OK, on va commencer par le fond du sujet. C'est j'ai de la Ouais. data. Je la stocke comment, où,
On-premise, Azure, Synapse, Power BI, dans un cube, dans un fichier CSV, dans un parquet, sur un Lino, j'en sais rien, ce qui existe. Je Très t'écoute. joli. On t'écoute, Tristan, bien évidemment. On peut aussi donner nos avis différents. C'est pour l'instant Joël qui porte le sujet, mais bien évidemment, Joël, on va te poser des questions pièges. On a révisé avec bien Tristan. Bien entendu. Alors, si on se réfère à tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc on parlait des différents niveaux de la base de données opérationnelle jusqu'au cube. Alors, il est évident que si on prend chaque élément, la base de données opérationnelle, on l'oublie si on veut requêter de l'analytique dessus. Ou alors, il faut vraiment que, surtout s'il y a une grosse volumétrie. On l'oublie pourquoi? On l'oublie parce que on va on parlera tout à l'heure de connexion aux bases de données, aux sources de données, mais si on veut charger des données de grosse volumétrie, ça va prendre un certain temps. Si on veut se connecter en direct sur la base de données, on va solliciter une base de données de production pour du requêtage analytique, ce qui n'est pas forcément, fait pour ça. Et la base de données est une base de données qui est forcément normalisée, probablement normalisée. Et donc, les bases de données normalisées ne sont pas vraiment l'idéal pour du requêtage analytique. Alors, Donc, par rapport au sujet qui nous intéresse là, ouais, on parle de deux choses. On parle de on-premise, Azure, etc. Le choix du lieu, de l'endroit, comment on va le déterminer? Pourquoi le on-premise, intérêt, inconvénient? Pourquoi la partie cloud, intérêt, inconvénient? Un mix des deux? Allez pas chez moi, j'ai peur, ma donnée elle est confidentielle, alors je la reste chez voilà. moi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a plus de risques à la mettre chez MS sur un serveur que chez nous en local, sur une disquette, sur une clé USB? Allons-y, j'ouvre En le débat. effet, le premier choix, ça va être on-prem ou dans le cloud Azure. Ce critère-là, il dépend énormément de critères. Il dépend évidemment du type de client qu'on a. Il dépend du type de données qu'on veut mettre, puisque évidemment, si les données sont classées confidentielles, tu ne vas pas forcément vouloir les mettre dans le cloud, même s'il y a tous les niveaux de sécurité. Est-ce que j'ouvre le débat, hein, encore une fois, je te coupe, mais est-ce que c'est un vrai débat, pour le coup, de se dire, est-ce que je suis plus sécure chez moi avec mon firewall, ou est-ce que je suis plus sécure sur un data center Microsoft en France avec tous les niveaux de sécurité possibles? J'ouvre le débat, je ne sais pas. C'est un vrai débat, mais derrière, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le débat lui-même, donc les éléments de sécurité que peut donner Microsoft, et ils en donnent vis-à-vis du cloud Azure, et les normes imposées, des normes légales imposées par un certain métier. Donc, si tu héberges des données de santé, tu vas avoir un certain nombre de contraintes, et même si tu peux héberger certaines de ces données dans le cloud, ça sera forcément sur une région France, par exemple, si c'est une entreprise française. Donc, tu auras des critères légaux qui vont rentrer en ligne de compte, même si Microsoft propose un haut niveau de certification et de sécurité. Derrière, il y a des exigences, soit vis-à-vis du RSSI du client, soit vis-à-vis de la législation pure et dure, qui fait que dans les milieux médicaux, dans les milieux des données médicales, dans les milieux bancaires également, tu auras des contraintes qui feront que une partie de ta donnée au moins restera on-prem. Alors, sujet qui me vient en tête, hein, on parle beaucoup de choses, on parle de Azure. Alors, je vais faire un peu le bonnet. C'est quoi? Azure Data SQL, Azure Dataware, Synapse, Synanana, Gen 2, Gen 5, Gen 12 bazar. Comment je m'y retrouve? Et est-ce que tu as quelque chose qui peut me dire, attends, Synapse c'est fait pour ça, le cube Power BI en direct, OnePremise, Azure, voilà, le cube on le met où? Est-ce que c'est forcément un cube? Est-ce que ça peut être une base relationnelle sans être un cube? Tu poses trop de questions d'un coup, là, Guillaume. Ouais. Mais T'as je ouvert le j'ouvre le débat. On a 3 heures devant nous. Je vais essayer de faire moins. Tu vas pas, ça va pas être aussi basique que ça, mais en gros, je vais prendre des exemples. Si on prend tous les cas de figure, on s'en sort plus, mais je prends un exemple. Tu as de la donnée, en effet. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de données temps réel, mais tu as des données de capteurs ou tu as des données, du moins, d'une certaine volumétrique, mais qui Ça, c'est arrivent. plus une problématique de connexion ou de stockage. Est-ce que c'est les deux? Je parle même pas de la connexion, c'est-à-dire données temps réel au sens où ta donnée, elle est requêtée d'une certaine manière, enfin, elle est intégrée, ingérée d'une certaine manière. Donc, on ne va pas parler des services qui se connectent pour récupérer de la donnée, hein, peu importe.
Il y a des services Azure qui font ça. Donc, tu récupères cette donnée-là, tu la transformes éventuellement en temps réel et à un moment donné, tu dois la stocker quelque part. Cette donnée-là, si c'est évident que si on parle de données de capteurs, bon, bah, c'est des petites données, c'est des petites trames. Alors, on peut parler de données structurées, mais c'est des toutes petites trames. Il est évident qu'il y a de fortes chances qu'elles atterrissent dans un data lake sur Azure et non pas dans une base de données relationnelle. Tout simplement parce que ta transaction qui va les insérer dans la base de données relationnelle va potentiellement ralentir tout le process, quoi. On revient à cette histoire de OLTP. Donc, du coup, tu vas être dans ce qu'on appelle un data lake, donc un immense réservoir de données sur lequel on va parler, je vais être très caricatural, mais c'est ton poste de travail, c'est ton dossier principal, ton disque C sur ton poste de travail, mais à l'échelle du cloud Azure, dans lequel bah, tu vas stocker des fichiers et tu vas les segmenter par dossier, pour ensuite qu'ils puissent être analysés. Parfait. Si tu as de la donnée qui, par contre, arrive peut-être en temps réel ou en quasi temps réel, mais qui est de la donnée vraiment structurée, tu as des transactions qui arrivent, bah là, tu vas avoir une base de données dans laquelle tu vas stocker ça et tu peux avoir plusieurs branches, c'est-à-dire que tu peux stocker les données dans ta base de données de production, plus pour de l'analytique, stocker soit des données agrégées, soit des données individuelles, dans Oui. ce que je vais appeler en général une base de données. Donc, ça peut être une base de données SQL database classique, ça peut être, on le verra juste après, ça peut être du Synapse Analytics. Ça peut être également des bases de données, ce qu'on appelle des bases de données NoSQL, comme Cosmos DB, c'est-à-dire des bases de données sur lesquelles on n'a pas besoin d'avoir une déclaration de table avec un certain nombre de colonnes bien définies. Des images valent mieux que des paroles. Tu as une démo que tu vas nous présenter ou est-ce que tu veux qu'on... Alors, on peut débattre. Moi, j'ai la démo quand on en viendra à expliquer ce qu'est Synapse, parce que je pense que le mot est un buzzword en ce moment, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, je ne sais pas si on Ouais, passe à la pour le démo. coup, là, il y a eu une table ronde ce matin sur les sujets plus architecture en amont de Power BI. Peut-être restons plus sur la partie Power BI. Pour synthétiser sur la partie cloud, globalement, le cloud, il y a encore des réfractaires, soit pour des sujets légaux ou, on va dire, oui, enfin, Culturel, d'ordre légal ou juridique, mais c'est surtout beaucoup une posture politique dans les entreprises. c'est sûr. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 4 ans, il y avait quand même beaucoup de discussions sur est-ce qu'on met notre cube dans le cloud ou pas. Aujourd'hui, c'est presque plus un sujet. Quasiment tous les clients avec qui on travaille, ils n'ont aucun problème à travailler avec un avec un dataset Power BI dans le cloud, avec un cube Azure Analysis Services. Sur la partie data warehousing, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas tant de boîtes qui ont encore vraiment la couche en amont de Power BI dans le cloud, mais je pense qu'on va y venir. Et comme je le disais dans le chat, vu les gains de temps, de performance, de coût, de scalabilité qu'offre le cloud, ça va continuer à s'imposer massivement. Et je pense que dans 10 ans, ça ne sera plus un sujet et que toutes les entreprises qui sont réfractaires aujourd'hui seront les plus contentes demain. Nous, on a 2 clients qui se sont fait hacker pendant le premier confinement parce que ils voulaient tout gérer eux-mêmes. Et ben, ils ont sauté les 2 pieds joints dans le cloud et ils ne regrettent pas. Donc voilà. C'est un autre débat, Ouais, tout à je fait. suis d'accord. Si on se concentre sur Power BI, ok, on parle de volumétrie, on parle de tout ça. Je ne sais pas, Joël, comment tu vois la chose, et Tristan, je vous laisse prendre la main là-dessus aussi, mais on parle de data, on parle de stockage, et tout ça, ça va aussi conditionner, ou peut-être l'inverse d'ailleurs, la façon dont on va vouloir s'y connecter. Est-ce que ça peut conditionner par rapport à Power BI? Je vais citer quelques exemples. Est-ce que je vais faire de l'import? J'ai vu dans le chat tout à l'heure passer du in-memory. On parle de live connection sur des pubs. On parle de direct query. On va parler de, voilà, plein de choses comme ça. Est-ce que ça peut, Tristan et Joël, conditionner le mode de stockage qu'on va choisir? Si oui, pourquoi par rapport à Power BI? Parce que je recentre le sujet. On parle de jaune aujourd'hui, hein, on parle de jaune Power BI. Donc, on est Power BI, on n'est pas sur d'autres sujets. Quand on est sur Power BI, qu'on choisit tel ou tel mode de connexion, est-ce que ça peut avoir un impact? Et si oui, lesquels? Alors oui, clairement, Joël, je crois que tu as un sujet ou une démo là-dessus, mais il y a plusieurs modes de connexion
à une base de données ou à un cube. Et évidemment, la manière dont on va se connecter impacte toute la chaîne. Joël, je te laisse y Oui, aller. tout à fait. J'avais juste une démo, mais c'est toujours la partie Synapse. Hop, je vais repartir là-dessus. En fait, la connexion va. Toc. Alors, on va repartir là-dessus. Je vais juste montrer, parler un petit peu. C'est pas le cœur du sujet, mais c'est bien de savoir ce que c'est que Synapse Analytics. Vous en avez peut-être entendu parler justement tout dernièrement. Hop, je vais me mettre sur le studio. Donc Synapse, hein, juste après on parlera des connexions justement aux données. Synapse regroupe en fait, est un outil centralisé qui va regrouper un certain nombre de choses. Alors ça a deux sens, hein. D'abord, c'est un regroupement dans le cloud Azure d'un certain nombre d'outils à la fois d'extraction de données, de stockage de données, de traitement de données et de visualisation de données. Il faut voir que Synapse Studio intègre l'interface Power BI, intègre les notions de pipeline d'Azure Data Factory, donc de l'outil qui va permettre d'ingérer des données. Le principal point important de Synapse, c'est qu'il peut gérer, en fait, il va séparer le stockage des données, qui en gros est stocké dans un data lake. Alors, Joël, sans faire trop technique sur Synapse, parce qu'à juste titre, en effet, il y a eu des sessions sur Synapse. Ouais. Pour Power BI, juste si on revient sur le sujet de Power BI, Synapse, Oui. qu'est-ce qu'il va nous offrir? Justement, j'y venais. J'y venais. Pas En de fait, souci. donc, comme je disais, il y a une séparation du stockage et du compute. C'est-à-dire, il y a un compute engine qui va pouvoir être mis en pause, redémarrer, donc exécuté à la volée, et donc sur lequel, qui va permettre de paralléliser massivement les calculs. Donc, pour du big data, Synapse est bien adapté pour faire des traitements sur une grosse volumétrie de données parce qu'il va séparer les tables, il va partitionner les tables en fonction d'une distribution. Et pourquoi Synapse intègre Power BI? Parce qu'aujourd'hui, Synapse permet d'avoir certains modes d'intégration, et dans le futur, il est prévu d'autres modes d'intégration avec Power BI, et en particulier avec la connexion Direct Query. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas prévu de slide de présentation des connexions, mais on peut les évoquer. Tu as parlé On va tout essayer à de l'heure faire, on va essayer de gagner de respecter le temps qui nous est imparti. On avance déjà Ouais. dans le temps. Est-ce que tu as quelque chose à nous faire voir en termes de démo? Est-ce que tu veux nous présenter quelque chose ou est-ce qu'on peut Alors, enchaîner sur le sujet qui suit? j'ai une démo à vous faire voir, mais par contre, j'aimerais d'abord que soient présentés les trois modes de connexion. Donc, je ne sais pas si Tristan Oui. Non, doit mais vu qu'on a présenter peut-être ces trois modes. pris un peu de retard, on peut le mentionner à l'oral. Ok, Je viens de vous d'accord. mettre un lien là sur le chat où on a traité de ces trois sujets-là, enfin de ces sujets-là, pardon, Ouais. sur 3 meetups du club Power BI. Donc vous avez le lien dans le chat. Donc globalement, il y a 3 modes de connexion. Import, on importe les données côté Power BI dans le moteur Vertipack. Les données sont stockées en mémoire en RAM, c'est ça le in-memory, avec un système de compression en colonne. C'est le mode qui doit être utilisé par défaut dans Power BI, puisque c'est celui qui permet la performance et toutes les analyses en DAX, etc. On va revenir dessus après pourquoi. Ensuite, il y a le Direct Query, qui permet de se connecter en direct, comme son nom l'indique, sur une base de données relationnelle. Le principal avantage, c'est que les données ne sont pas importées côté Power BI, et donc ce qui attire beaucoup les clients, c'est de se dire, bah, on est en temps réel sur la base de données. Mais le Direct Query pose pas mal de problèmes, notamment en termes de performance. Et puis, le temps réel représente à peu près 0,5% des besoins BI aujourd'hui chez les clients. Donc, en général, il est tout à fait injustifié. On peut depuis peu faire du Direct Query sur un modèle de données Power BI ou Azure Analysis Services, notamment pour créer des modèles composites. On y reviendra plus tard. Et puis, il y a le Live Connection qui techniquement est un tout petit peu différent du mode Direct Query. Le Live Connection, c'est le même principe. Donc, les données ne sont pas réimportées côté Power BI. On va se connecter en direct, mais cette fois-ci, pas sur une base de données relationnelle, hein. Souvenez-vous la question qui nous a été posée un peu plus tôt sur les différences entre Data Warehouse, Data Mart et OLAP. Le Direct Query, ça va vraiment être la couche basse sur Data Warehouse ou sur un Data Mart. Le Live Connection, c'est sur un modèle de données, un cube de données OLAP, que ce soit Azure Analysis Services, SSAS ou bien un dataset Power BI. Et donc, on va requêter le cube. Et là, les performances sont très très bonnes. C'est d'ailleurs ce mode-là qu'il faut utiliser sur Power BI notamment.
pour promouvoir la self-service BI et permettre que des utilisateurs métiers non techniques puissent créer leur propre report à partir d'un modèle de données Power BI centralisé, managé, sécurisé et rafraîchi. Oui, tout à fait. Alors justement, donc, sur cette histoire de direct query, parce qu'une des questions qui se pose souvent en requêtage, c'est justement la question que tu posais, Guillaume, c'est si je fais du direct query, puisque je suis en connexion directe à ma base, est-ce que c'est mieux? Et notamment, Azure Synapse Analytics permet de faire du direct query directement sur les données avec Power BI. Donc, je dirais que dans l'exemple d'Azure Synapse Analytics, Synapse permet de faire quand même un certain nombre de choses. Il y a une notion qui est une très bonne façon de faire, et je pense que Tristan va en parler après, mais qui n'est pas liée que à Synapse Analytics, qui peut être généralisée à toute source de données, notamment source de données Direct Query. Ce sont les tables d'agrégation. Donc, dans Power BI, ce sont des tables dans lesquelles on va à la fois stocker à la volée des informations agrégées, donc des informations de somme, de moyenne, etc. Et lorsqu'on va avoir besoin d'une information de détail, par contre, Power BI va basculer directement sur la base de données ou sur Synapse, donc sur la source de données directe. Donc on a des temps de performance qui sont améliorés dès qu'on affiche des données agrégées. Donc ça, on peut le faire avec Synapse Analytics, mais il n'y a pas de révolution parce qu'on peut le faire aussi sans Synapse Analytics avec d'autres outils. Il y a quelque chose que vous a montré ce matin dans la session consacrée à Synapse Analytics, Samir Areski et Philippe Gégère, ce sont la notion de se connecter aux tables d'origine en direct query. Alors pourquoi j'ai mis un feu vert et un feu rouge? Ça veut dire que là, on est sur une connexion qui, par rapport à d'autres sources de données, est optimisée. C'est-à-dire Synapse Analytics est fait pour requêter une grosse volumétrie de données. Ce matin, Philippe vous a montré un exemple avec plusieurs milliards de lignes de données. Et donc, on va pouvoir remonter relativement rapidement les informations, donc en quelques secondes. Je mets vert et rouge parce que selon la donnée et la structure de la table qu'on va requêter, et surtout selon le mode de distribution, qui est le point important dans Synapse, qu'on va faire, on va avoir des performances plus ou moins dégradées. Au milieu, entre cette table d'agrégation, qui est aujourd'hui encore l'idéal, et la connexion Direct Query, il y a une notion qui est une notion qui n'est pas étrangère d'ailleurs au monde SQL, qui est la notion de vue matérialisée, c'est-à-dire qu'on va requêter des vues, mais pour lesquelles ces vues seront indexées en mémoire, en quelque sorte. Donc, chaque fois que les données vont changer, la vue va être mise à jour, et c'est cette vue qu'on va requêter. Juste pour vous montrer un exemple de ce que ça donne sur un exemple alors, que vous avez déjà vu ce matin et que je pense que vous allez peut-être voir encore tout à l'heure avec Tristan, qui est l'exemple des taxis new-yorkais. Donc là, je suis connecté avec mon rapport Power BI sur une vue matérialisée que j'ai montée et qui nous montre les différents nombres de prises en charge sur plusieurs années sur des points de prise en charge de taxis new-yorkais. Si je veux afficher sur ce rapport et donc filtrer ce rapport qui m'indique les points géographiques sur les positions sur lesquelles il y a eu le plus de pick-up, le plus de prise en charge durant une certaine période. Donc, si je prends les vues avec les points avec plus de 46 000 prises en charge, logiquement, je vais, au bout de quelques secondes, me resituer. Donc, hop, ça met quand même quelques secondes à se faire. Et sans surprise, je me retrouve au niveau des aéroports de JFK et de LaGuardia à New York. De la même manière, je peux évidemment, puisque je tape sur cette vue matérialisée, donc j'ai toujours quelques secondes de rafraîchissement, mais je peux zoomer assez facilement dans la vue et sélectionner un élément et pouvoir bâtir des rapports dessus. Philippe vous a montré ce matin que le Direct Query sur du Synapse, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on a là aussi la possibilité, si on est sur des données agrégées, d'avoir une réponse assez rapide, sans passer par une vue matérialisée. La bonne nouvelle, c'est que typiquement, pourquoi je
je suis en train de vraiment creuser Synapse comme une solution pour du stockage de données, c'est que Synapse va permettre à partir du mois d'août d'avoir des vues matérialisées, non pas déclarées, mais montées à la volée. Donc en gros, vous n'aurez plus besoin d'avoir à déclarer des vues matérialisées, à dire qu'est-ce que vous allez agréger comme données dans votre rapport Power BI. Vous allez vous connecter en direct query et Synapse va, en background, optimiser les vues et les requêtes que vous allez faire sur ce modèle. Donc Synapse, c'est un exemple de source de données qu'on peut avoir. Derrière, on peut avoir, bien entendu, selon la volumétrie, on peut aller sur une grande volumétrie de données sur du Azure SQL Database, par exemple. Joël, je me fais juste mon rôle de timekeeper aussi. Je vois le temps qui file, c'est hyper passionnant, Vas-y. mais je pense qu'on a aussi encore beaucoup de choses à raconter. On a passé un peu plus de temps sur cette thématique, mais c'est hyper important. Mhm. J'aimerais aussi qu'on discute aussi de la partie, encore une fois, des types de connexions. Je reviens sur ça, les live connection, l'import, les modes Ouais. composite, l'agrégation. Je sais que Tristan est un fin connaisseur aussi de ce sujet. Joël n'en est pas du reste. Comment on apporte le sujet, Tristan aussi, parce qu'on parle de l'endroit où on le stocke. Mais les types de connexions, quand on va traiter la grosse volumétrie, qu'est-ce qu'on a à disposition? Qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, donc comme je le disais, il y a 3 modes de connexion, import, direct query et live connection. Le direct query est très souvent tentant. Les débutants ou les personnes qui vont se mettre un peu des barrières toutes seules avec Power BI vont avoir tendance à se dire, voilà, mais j'ai trop de données, je ne pourrai jamais faire tenir ça dans un seul Power BI, donc je vais me mettre en direct query. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que, encore une fois, le direct query pose des problèmes de performance. Il y a 95% des besoins métiers et des projets BI où rafraîchir une fois par jour le matin le dataset suffit largement. Surtout qu'il existe plein de techniques et plein d'optimisations à faire lorsqu'on est en mode import, quand on importe les données côté Power BI avec notamment l'incremental refresh, etc., qui permettent d'avoir des temps de rafraîchissement euh, assez efficaces, même en dépit d'une forte volumétrie de données. Et donc, c'est justement pour ça que par défaut, quand on travaille sur un projet BI où il n'y a pas d'enjeu sur la fraîcheur des données et sur le quasi-temps réel, le mode qui doit être utilisé par défaut, c'est le mode import, qui va consister à importer les données côté Power BI, comme je le disais tout à l'heure, dans le moteur Vertipack, qui est le moteur de compression et de stockage propre à Analysis Services Tabular et à Power BI, et qui globalement permet de stocker les données en import, en colonne, en mémoire. Donc ça va nécessiter d'avoir un PC avec une bonne, De toute une façon, j'ai une bonne, question une bonne qui est très RAM. intéressante qui arrive dans le chat et je pense qu'elle est pour toi. Je pourrais y répondre, mais vu que tu as la parole, je vais te la laisser, je vais te la lire. Quand on parle Alors, d'optimisation dans vas-y. Power BI, tu la lis. Est-ce que l'enjeu il réside qu'essentiellement dans la bonne modélisation et que dans la maîtrise du DAX, ou c'est aussi d'autres choses? Est-ce que c'est que du modèle et du DAX ou c'est aussi d'autres choses? J'ai la Bah, réponse, mais je te laisse la donne. Vas-y. déjà, le premier point, c'est le mode de connexion. Donc, c'est ce dont on Voilà. vient de parler. C'est déjà ça, c'est structurel. Sachant qu'on peut préciser aussi qu'il y a des sources de données où il n'y a pas le choix. Quand vous travaillez avec, par exemple, des fichiers à plat qui sont stockés sur SharePoint, vous êtes obligé d'utiliser le mode import. Il n'y a pas de direct query, par exemple, sur SharePoint aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. En revanche, quand on travaille avec une base de données relationnelle ou même les data flows Power BI, par exemple, bah, on a le choix. Et donc, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Et la règle qui doit prédominer, c'est par défaut le mode import. Ensuite, effectivement, pour la réussite d'un projet Power BI, aussi bien sur la réponse aux besoins métiers que sur l'optimisation, la structure du modèle de données, donc les choix qu'on va faire dans le modèle de données, les relations entre les tables, bien identifier les clés, qu'est-ce qui va jouer le rôle de fait, qu'est-ce qui va jouer le rôle de dimension, bien respecter toutes les bonnes pratiques qui sont propres à la modélisation tabulaire, c'est extrêmement important, ainsi qu'évidemment une bonne maîtrise du langage DAX, même si en réalité, sur un projet BI, sur 100 mesures, justement, si vous avez un bon modèle de données, 90% de vos mesures seront des sommes, des counts et des divides. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre le DAX, je dis juste que même dans un projet BI complexe, la complexité se situera surtout dans la compréhension métier, dans la réflexion sur le modèle, plus que sur la complexité de quelques KPI qu'il va falloir coder en DAX. Et je rebondis juste sur un point qui va, à mon avis, ouvrir un débat sous-jacent, parce qu'on parle beaucoup d'optimisation et de performance. Et vous vous souvenez, Guillaume et Joël, on en a beaucoup parlé tous les deux de ce point-là. Il faut faire très attention à ce qu'on entend par performance.
Parce que dans Power BI, il y a deux types de performance. Il y a le temps que votre modèle de données va mettre sur le temps d'import des données, donc le temps de rafraîchissement de votre modèle de données. Donc ça, c'est la performance qu'on peut appeler back. Et puis il y a la performance front, qui elle est le temps d'affichage de votre rapport, des visuels, de quand vous ouvrez votre modèle à la self-service BI, le temps que les utilisateurs vont mettre pour créer un visuel et le temps de... Voilà. Ce sont deux performances qui sont complètement différentes, qui ne font pas du tout appel aux mêmes briques et aux mêmes parties de Power BI. Et il faut faire gaffe à pas enfin, quand on parle d'optimisation de performance, déjà la première question à se poser, c'est laquelle? Est-ce que vous parlez du temps de rafraîchissement du jeu de données ou le temps d'affichage d'un visuel dans un rapport? Je pense que Alors, Joël, tu es assez d'accord avec ça. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que le point dans ces deux modes de performance, le point crucial, c'est vraiment la performance, le ressenti utilisateur et donc la performance, le retour des données une fois que le modèle est chargé en mémoire. Parce qu'il y a aussi les problématiques de chargement et d'actualisation, mais elles sont moins critiques dans la mesure où on sait que on peut très bien avoir un chargement optimisé et ça peut prendre 1 heure de traitement. C'est pas forcément un chargement d'1 heure, c'est pas juste, forcément non j'aurais juste optimisé. précisé un truc, c'est que la Mmh. la performance, c'est comme tout en fait, hein. C'est ce que disait Tristan, c'est, qu'est-ce qui est pas performant? Power BI, le cube, la machine, l'homme qui est entre le clavier et la chaise, ça peut paraître vous faire avoir l'idée, c'est qu'est-ce qui n'est pas performant? Quand on dit, Power BI ça marche pas, mais où ça marche pas? Ça, c'est un premier point, je pense que Tristan va le réaborder juste après. Et le 2e point, et celui, Tristan, tu as été pingé, dessus par, dans le chat. On va pas rentrer sur ce point spécifique de live connection plutôt qu'un port sur un cube SSAS, mais je suis pas tout à fait d'accord avec l'énoncé qui est mis dans le chat. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Tristan, sur la question, d'Aymeric Duval qui nous dit, pourquoi le live connection plutôt que l'import? Il dit: «Pour moi, le live connection n'a pas trop d'intérêt, il est limité». Ah non, pour moi non, mais Tristan a un avis? Oui, alors là, la question, effectivement, donc moi, j'ai dit que le mode à utiliser par défaut, c'était le mode import, sauf évidemment quand on se connecte à un modèle qui est déjà fait, hein. Le mode import, c'est le mode de connexion qu'on doit utiliser quand on veut créer un modèle, mais quand on veut s'appuyer sur un modèle de données existant, le réimporter dans Power BI, finalement, c'est un peu casser le principe un peu de single source of truth qu'il y a en BI, et ça recrée un modèle sous-jacent qu'il faut rafraîchir. Alors certes, ça vous permet de croiser avec d'autres sources de données, mais maintenant on peut le faire aussi On peut le faire différemment avec aussi. le modèle Ouais. composite. Voilà. On vous le montrera un peu plus tard. Donc non, pour le coup, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui justifie de faire de l'import sur un cube déjà existant. Le Live Connection est parfaitement adapté, il marche très bien. Il permet de garder un modèle de données central, sécurisé, managé, rafraîchi, et plusieurs utilisateurs vont pouvoir en simultané requêter ce même jeu de données pour faire des reports. Alors que si vous réimportez les données, vous recassez le principe voilà, donc, voilà, Alors juste exactement. un tout petit point supplémentaire, Tristan, si tu me le permets. C'est aussi, parce qu'on l'avait évoqué, alors en fait, ça se voit pas, messieurs, dames, quand vous êtes ici, mais on a préparé un petit peu cette table ronde avec Joël et Tristan, et on a évoqué un sujet, mais on savait pas trop où le mettre. C'était le sujet de la sécurité. Et notamment dans ce cas précis, eh ben, le fait d'utiliser une Nav Connection sur un cube SSS, on va aussi embarquer la connexion, la sécurité qui va avec le cube. Ça veut dire que si derrière vous avez de la sécurité qui est implantée dans votre cube, Power BI nativement va aussi la récupérer. Concrètement, ça veut dire quoi? Si Tartampion ne peut pas se connecter ou ne peut voir que telle partie de la donnée, ça marchera nativement. Or, le fait de le faire dans le mode import, c'est un snapshot, entre guillemets, hein, c'est un user qui l'importe dans Power BI, vous perdez ça et vous devez réimplanter potentiellement de la RLS. C'est aussi un sujet qui me semble intéressant. Joël, Tristan, je ne sais pas si vous accordez le même sujet que ça, mais pour moi, c'est un point important aussi, la sécurité. Comme l'a dit Tristan tout à l'heure, lorsque on est en live connection sur un cube, on est sur de la vraie self-service BI Et dans oui, Power BI. Alors ça peut paraître frustrant à ceux qui commencent à utiliser Power BI et qui voient toutes les possibilités qu'on a en mode import. Sauf que là, ça veut dire que le cube garantit la sécurité, ouais. garantit Performance aussi, Joël. les performances, garantit que les mesures et les indicateurs exposés soient les bons et soient les mêmes, quels que soient les rapports qui sont issus de ce cube. Donc, c'est vraiment, je pense vraiment que lorsqu'on est connecté à un cube, enfin,
il n'y a pas débat. J'ai pas trouvé, moi, de cas de figure dans ma carrière de cas où je m'étais connecté en import de données sur un cube. Je suis assez d'accord. Disons qu'avant les modèles composites dont on va parler après, Oui, il y avait un cas de figure qui pouvait justifier de faire ça, c'est quand on voulait rajouter des sources de données. tout à fait. Oui. Alors évidemment, ça faisait C'est ça. mal parce qu'on cassait toutes les bonnes pratiques qu'on enseignait à nos clients et informations, mais c'était un peu le seul mode qui permettait de Ouais. croiser les données d'un cube avec autre chose. Mhm. Bon, maintenant qu'on a la possibilité de le faire avec du direct query, effectivement, il y a encore moins de raisons de le faire. De toute façon, je te laisse la main parce que je sais que vous avez préparé une superbe démo aussi. Je voudrais bien que tu nous la présentes parce que je pense qu'elle va être assez parlante. Si tu es prêt, si tu n'es pas prêt, je peux chanter une chanson. Il y en a- Et, ça sera moins Oui. drôle. Alors effectivement, on avait une petite démo à vous montrer. Je vais vous partager mon écran qui synthétise un peu ce qu'on vient de se dire. Donc toujours sur cette thématique des taxis. Donc je ne sais pas si vous le savez en fait, mais vous pouvez récupérer ici, hop, le site de New York. Vous pouvez récupérer en fait des fichiers CSV avec tous les trajets de taxi à New York en fait. Donc une ligne égale un trajet. Il y a à peu près 100 millions de trajets par an, à peu près. Bon, là, avec le Covid, ça a beaucoup baissé. Et donc, j'ai voulu un peu synthétiser et tester tout ce qu'on vient de se dire sur quelle architecture il faut mettre en place, quel mode de connexion il faut retenir, comment je vais faire pour analyser cette grosse volumétrie de données. Et donc, je vais vous synthétiser ça en quelques minutes pour que ça puisse ouvrir ou pas le débat. Donc globalement, moi ce que j'ai fait ici, première question, est-ce que Power BI peut directement comme ça attaquer des gros fichiers à plat avec plusieurs dizaines, voire centaines de millions de lignes? Euh, Techniquement, on peut. Après, on va avoir quand même certains problèmes, notamment en termes de performance et de temps de traitement de ces fichiers, puisque Power Query aujourd'hui, qui est un redoutable outil dans Power BI pour se connecter à des données et pour les retraiter, n'a pas du tout la force ou la scalabilité, c'est-à-dire la capacité à monter en charge sur des grosses volumétries pour retraiter de la donnée. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une jointure, un dépivot ou même un filtre sur un fichier à plat, un fichier CSV qui a 60 millions de lignes. Power Query ne répond pas instantanément. Et il sera moins puissant qu'un vrai moteur de compute en amont type SQL pour faire ce genre de traitement. Donc là, justement parce qu'il y avait besoin de faire quelques retraitements, il fallait un peu retravailler la structure des données, et en plus, il y avait quand même une volumétrie de données conséquente, j'ai chargé ces données-là dans une base de données relationnelle directement dans Azure. Alors j'aurais pu choisir Synapse, mais à l'époque où j'ai développé ce projet, ce POC Synapse était en preview, il venait juste de sortir, donc je ne suis pas allé dans Synapse, mais peu importe. Je l'ai chargé dans une base de données Azure SQL Database. Donc globalement, j'ai des tables qui sont sur une base de données SQL Server dans le cloud. J'ai choisi le cloud pour deux raisons. Ça simplifie la connexion avec Power BI, notamment quand on va vouloir mettre en place des rafraîchissements de données automatiques, puisque je n'aurai pas besoin de passerelle de données entre mon cube Power BI Cloud et ma base de données relationnelle. Et puis surtout, j'avais cette capacité à vite pouvoir monter le serveur, le monter ou le descendre en fonction de sa puissance, donc la fameuse élasticité du cloud. Donc bref, j'ai pris les données brutes, je les ai chargées dans une base de données relationnelle, et puis j'ai construit une première version en mode import, où je me suis connecté à ces données dans la base de données relationnelle. J'ai importé les données dans Power BI. Alors évidemment, il existe des techniques dans Power BI pour ne pas avoir un Power BI desktop, un fichier PBX trop lourd, quand on a une grosse volumétrie. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on n'est pas en formation aujourd'hui, mais globalement, avec l'utilisation des paramètres, vous pouvez restreindre le périmètre de votre jeu de données dans le desktop. Comme ça, je me retrouve avec un petit jeu de données Power BI juste avec une ou deux journées de données. Ça me suffit pour faire tout mon modèle sémantique, la création des relations, la création des mesures d'axes, etc. Mais là, vous voyez, je l'ai appelé taxi import, ce jeu de données. Et donc, je suis connecté vraiment en mode import. J'ai réimporté les données dans Power BI. Pour l'instant, sur un Tristan, tout petit périmètre. Oui. j'ai une question, parce que je ne sais pas si elle est posée, mais je pense qu'elle est pertinente. On parle de mode import, et tout ce que tu as dit, je le partage à 100%. Je mets un petit point de bémol, et peut-être qu'il est faux, peut-être que tu vas me dire, mais Guillaume, tu racontes des conneries. Aujourd'hui, en fonction du licensing qu'on a, on a une limitation dans la taille du dataset qu'on Je vais pourrait y venir. publier.
Ah, pardon, je t'ai spoilé. Non, c'est pas grave. Donc là, le mode import, ici, j'ai restreint sur 2 jours de données. Donc j'ai un tout petit fichier qui pèse même pas 1 méga. Et après, effectivement, quand je vais déporter ce jeu de données dans le service Power BI, eh bien, effectivement, là, je vais pouvoir étendre le périmètre de l'analyse et rafraîchir mon jeu de données, non pas sur 2 jours, mais sur l'ensemble de mon jeu de données. Et le problème, c'est que effectivement, si je me connecte à ce jeu de données, eh bien, je vais me rendre compte qu'en fait, ce jeu de données, puisque j'ai pris le parti de tout importer côté Power BI, il pèse en fait plus de 4 gigas. Alors, Power BI a quand même fait un gros effort de compression, parce que les données sources, il y avait à peu près plus de 120 gigas, donc il a quand même très bien réussi à compresser le jeu de données, puisque je suis passé à peu près de 120 gigas à 4 gigas. Donc ça, c'est la taille du jeu de données Power BI en version compressée, on va dire, suite à l'algorithme de compression et de stockage du moteur Vertibac. Mais là, il y a un problème. Avec la licence Power BI Pro, vous ne pouvez pas avoir une taille de jeu de données supérieure à 1 giga. D'accord? Et donc, effectivement, je pense que c'est ça la question que tu voulais poser, Guillaume, c'était de dire, bah là, tu vas te retrouver avec un jeu de données qui est trop volumineux, puisque tu as tout réimporté côté Power BI. Et donc, c'est là où les modèles composites et les agrégations vont rentrer en jeu et vont devenir intéressantes, parce qu'elles vont me permettre, en fait, de répondre un peu à toutes les problématiques auxquelles je vais faire face. La première, effectivement, c'est sur la taille du jeu de données. Là, j'ai un jeu de données qui est beaucoup trop volumineux et qui va pas tenir. Alors voilà, il est enfin apparu, donc il fait à peu près 4 gigas. Donc ce jeu de données, il est beaucoup trop volumineux et donc il va pas tenir sur une licence pro. Le deuxième problème, c'est que mes utilisateurs, à chaque fois qu'ils vont construire un visuel ou qu'ils vont faire quelque chose dans Power BI, bah, à chaque fois, ça va requêter le jeu de données Power BI en mode import. Donc, on ne requête plus la base de données, on est côté Power BI, mais à chaque fois, ça va, entre guillemets, scanner les 300 ou 350 millions de lignes qu'il y a là actuellement dans ma table lorsque j'ai tout le périmètre. Alors qu'en fait, je peux répondre à plein de questions métiers simplement en me connectant à une vue agrégée de mes données. Si je veux savoir juste combien il y a de trajets par jour ou par type de paiement ou par zone, bah, je n'ai pas besoin à chaque fois d'aller sur le niveau de détail des 300 millions de lignes. Et donc pour répondre à toutes ces problématiques, c'est là que les modèles composites rentrent en scène et deviennent très très intéressants parce qu'ils vont me permettre en fait de tout simplement m'enlever toutes ces contraintes. Donc je vais vous montrer une deuxième version du jeu de données. Donc, ce sont les mêmes données, mais cette fois-ci, j'ai construit ce qu'on appelle un modèle composite. Vous le voyez ici en bas à droite, Storage Mode Mixed, où en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un modèle qui est un peu plus complexe, mais qui va être beaucoup plus puissant, parce qu'en fait, j'ai préagrégé dans ma base de données relationnelle des tables. Donc, j'ai matérialisé des tables en amont dans mon data warehouse, où j'ai en fait préagrégé les données. Alors, je peux vous montrer ici rapidement. Globalement, j'ai des tables d'agrégation où je vais matérialiser que certains axes. Donc là, par exemple, j'ai le premier axe, enfin la première agrégation. Eh bien, j'agrège juste par date. Est-ce que par compagnie, est-ce que c'est une course qui a été préprogrammée ou pas, et par le type de paiement. Eh bien, cette table-là, je passe de 317 millions de lignes à 100 000 lignes. Donc, je divise par 3000 la taille de ma table initiale. En revanche, cette table-là va me permettre de répondre à plein de questions métiers différentes. Et ainsi de suite. Donc là, j'agrège une table 2 puis une table 3 qui font respectivement 3 millions et 35 millions de lignes. Donc bref, vous l'avez compris, je matérialise en amont des tables auxquelles je me suis connecté en mode import dans Power BI. Et en revanche, la table fine, qui fait 320 millions de lignes, elle, je l'ai laissée en mode direct query. Donc celle-ci, cette fois-ci, je ne me suis pas connecté en mode import sur toute la grosse table, puisque j'ai pris le parti de me dire, bah, les données très très fines, je vais les laisser côté base de données en mode direct query dans mon modèle de données. Et donc, c'est ça qui fait que j'ai un modèle composite ou un modèle mixte. J'ai certaines tables qui sont en mode import et une table qui est en mode direct query. Tristan? Je vous passe les détails techniques, il y a un peu de mapping à faire, un peu de configuration dans Power BI, mais globalement, une fois qu'on a retenu ce type de modélisation-là et qu'on a bien paramétré Power BI, notamment via ce menu qui s'appelle Manage Aggregations, gérer les agrégations, eh bien, je vais avoir un jeu de données beaucoup plus petit. Vous regardez à l'écran. Si je vais Est-ce dans que les tu m'entends, propriétés, Tristan? oui,
Pardon, je voulais juste te couper avant que sur un petit sujet d'avant, parce qu'il y a un sujet qui a été posé dans le chat et je voudrais rebondir dessus il y a quelques temps. Ça veut dire que, c'est fait exprès hein, pour alimenter un peu le débat. Est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de ton point de vue, qu'il faut donc avoir une connaissance très fine en amont du projet des besoins métiers? Parce que la requête, je peux la faire sur le nombre de stops que j'ai rencontrés ou le nombre de chabrins que j'ai croisés sur le trottoir en taxi. Est-ce qu'il nous faut appréhender tous les besoins métiers et faire une vue d'agrégation par besoin, ou est-ce que c'est pas nécessaire dans cette stratégie? Tu vois ce que je veux dire? C'est une très bonne question. Alors, en fait, moi, à la base, j'ai fait une étude exploratoire où je voulais voir si les agrégations seraient rentables. Parce que D'accord. ça va dépendre de la distribution de vos données. Là, en l'occurrence, j'ai fait quelques tests en SQ. Indépendamment du besoin métier, déjà, j'ai fait quelques tests pour regarder un petit peu comment sont distribuées mes données. Et D'accord. quand je me suis rendu compte que, en fait, en prenant juste ces axes-là, que du coup, j'ai choisi, que j'ai choisi de manière arbitraire, hein, vous vous doutez bien, bah, quand je me suis rendu compte qu'en fait, avec 100 000 lignes, je pouvais répondre à peut-être 50% des questions métiers, et ben, c'est C'est comme ça. ça qu'en fait, j'ai construit cette agrégation. Et donc, oui, ça suppose en amont de faire une étude exploratoire, d'une part technique, sur la D'accord. distribution des données et sur la manière dont ça va s'agréger, puisque parfois, vous aurez des distributions de données où les agrégations ne seront pas si rentables que ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une différence si énorme que ça entre la donnée fine et la donnée agrégée, ça c'est le premier point. Et ensuite, effectivement, sur la partie fonctionnelle, bah, il faut mettre en face ce à quoi on va pouvoir répondre. Si vous avez Oui. une table d'agrégat qui est très fine, mais qui va répondre qu'à 2 questions métiers, bon, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Le mieux, c'est d'avoir une table d'agrégat très compressée et qui, en plus, va permettre de répondre à plein de besoins métiers différents qui, oui, auront été traités, identifiés en amont. Alors, j'ai deux questions, Tristan. J'ai deux questions qui sont importantes et je pense que tu vas les appréhender, mais encore une fois, c'est pour essayer d'ouvrir. Et dans le chat, hein, je vous rappelle, posez-nous vos questions, c'est très vivant, j'essaie d'y répondre, mais j'ai deux questions pour toi, Tristan. La première est la suivante. C'est dans l'agrégation, c'est peut-être un peu technique, mais il y a des notions de précédence. Comment l'outil, est-ce que l'outil Power BI est assez intelligent pour choisir la bonne agrégation? Première question. Et la deuxième question, c'est un peu comme dans SQL et les index. Est-ce que trop d'agrégation peut tuer l'agrégation? J'entends par là, est-ce que en termes de volume, on rajoute bien évidemment du volume dans Power BI? Est-ce que trop d'agrégation peut tuer l'agrégation? Alors, sur la première question, en fait, Power BI ne va pas le faire tout seul. Il y a un menu, en fait, quand on paramètre ces agrégations ici au niveau du... De Hop, précédence, c'est ça? je vais aller me mettre ici dans Manage Aggregations. Ici, vous allez pouvoir définir une sorte d'ordre de priorité. Et vous allez pouvoir, avec ce petit bouton, donc là, ils indiquent clairement, euh, plus vous voulez que la table soit prioritaire par rapport aux autres, plus il faut qu'elle ait un niveau de précédence élevé. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait sur ce modèle, c'est que j'ai donné la priorité d'abord à celle-ci, puis à celle-ci, puis à celle-ci. Ce qui veut dire que, par exemple, si mes utilisateurs construisent un visuel où ils veulent voir par jour le nombre de trajets, eh bien, ils vont d'abord choisir en priorité cette table-là, la table 1, puisqu'elle a un niveau de précédence plus élevé. Donc, D'accord. pour répondre à ta question, Guillaume, non, ça ne se fait pas tout seul, mais ça se paramètre très facilement et très rapidement par l'interface sans coder. Sur D'accord, la ok, très deuxième bien. Je vais question, préciser ça hein, pour les gens qui nous écoutent, même si nous on est au courant de ça, mais c'est pas forcément aussi intuitif que ça peut l'être. Celles qui viennent de l'univers, par exemple, de SQL, ont en tête le plan d'exécution qui, lui, devient intelligent à notre place, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Voilà, je voulais préciser ce point-là. C'est important. sur la deuxième question, de est-ce que, enfin, en gros, là, si je devais résumer la question ou la poser différemment, la deuxième question, c'est comment je sais combien de niveaux d'agrégat je dois définir, en fait? Parce Oui, que Euh, faire une seule table d'agrégation, c'est un peu dommage parce que du coup, vous avez passé tout de suite d'une vue agrégée à une vue détaillée. Là, vous remarquez que j'ai créé 3 tables d'agrégats. Bah, pareil, c'est une étude exploratoire qu'il faut faire et il faut mettre en face combien vont coûter en fait ces tables. Alors, qu'est-ce que j'entends par le coût? Bah, il y a 2 niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, ces tables-là qui sont pré-agrégées, ça va avoir un coût en amont dans la base de données puisqu'il va falloir les stocker. Alors, le stockage, c'est pas ce qui coûte le plus cher aujourd'hui dans le cloud, mais le truc, c'est qu'il va falloir aussi prévoir des moulinettes et des alimentations pour justement alimenter ces tables qui sont matérialisées à chaque fois qu'il y a des nouvelles données. Hein, parce que qui dit table préagrégée, bah, il faut bien continuer de les alimenter. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'évidemment, on ne va pas s'amuser à créer 10 niveaux d'agrégats, puisqu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles données, ces 10 niveaux d'agrégats, il faut les alimenter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point,
c'est qu'effectivement, puisque ces tables-là, on va s'y connecter en mode import dans Power BI, elles ont un coût de stockage Et aussi oui, côté Power BI. Et bien donc, on sûr, retrouve le sujet de tout à l'heure qui est la taille du jeu de données, qui ne doit pas aller au-delà d'un giga. Euh, et donc là, typiquement, bah, j'ai fait des tests, j'ai mis en face la compression, le nombre de questions métiers auxquelles ça permet de répondre. Et là, en définissant ces 3 niveaux d'agrégat, bah, j'estime que je vais pouvoir passer de l'un à l'autre de manière assez fine et avoir une bonne performance. Et finalement, mon jeu de données ne fait que 600 mégas. Alors que derrière, j'ai des données qui font plus de 300 millions de lignes. Mais en faisant ces niveaux d'agrégat, bah, j'ai un bon compromis entre performance back, performance front, taille du jeu de données. Voilà, pour répondre à ta question, excellent. Guillaume. C'est excellent. Je vois l'heure qui tourne et c'est toujours très passionnant quand tu nous expliques avec autant de pédagogie le sujet. Et je me dis aussi que derrière, il y a d'autres sujets donc, on va apporter. C'est, encore une fois, je reviens sur ça et je vais essayer de m'y coller, mais l'optimisation et la performance, ça devient aussi important. Donc là, on est dans le mode apport. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, alors je pose la question à moi-même, même si j'ai la réponse, mais c'est pour introduire, est-ce qu'il ne serait pas aussi judicieux de déporter une certaine, entre guillemets, intelligence d'agrégation ou de choses dans le back-end, d'accord, et utiliser ce qu'on appelle les native query, le query folding, etc. Je pense que c'est aussi un sujet important. Mais pour autant, si tu as encore quelques instants, Tristan, pour venir terminer ce que tu avais commencé de faire, s'il y avait d'autres choses à nous dire sur la J'ai partie connexion. bon, j'ai terminé en 30 secondes. Joël, je serais curieux aussi d'avoir ton avis là-dessus. Donc là, le fait d'avoir agrégé les données, ça permet d'avoir un jeu de données plus petit. Donc je suis repassé sous la barre des 1 giga. Et ensuite, je peux créer, vous voyez ici, une live connection. Donc j'avais un modèle composite que j'ai créé. C'est celui que je vous ai montré avant. D'accord? Ce modèle composite, il est dans le nuage, quelque part chez Microsoft. Et moi, je peux créer une live connection sur ce modèle composite pour autoriser des utilisateurs métiers non techniques à faire de la self-service BI sur de la forte volumétrie. Et sauf que grâce à ça, ils s'en rendront même pas compte. Donc là, vous voyez un exemple et j'ai terminé. Là, par exemple, j'ai une mesure qui compte le nombre de lignes dans ma table. Vous allez voir que je triche pas. Si je glisse cette mesure là-dedans, vous voyez le temps de réponse? 317 millions de lignes en une demi-seconde. Et si je veux avoir le nombre de trajets, par exemple, par jour, et puis, par exemple, je ne sais pas, par Boro, par exemple, voilà, petit effet démo, normalement, c'est pas censé prendre autant de temps. Attendez, je vais recréer un visuel. Je pense que c'est parce qu'en fait, j'ai une mini coupure Internet à un moment donné. Je vais mettre par date le nombre de trajets. Voilà, vous voyez, ça a pris une seconde à peu près. Donc, il a croisé par jour les 317 millions de lignes. Et puis, si je veux le voir, par exemple, par mode de paiement, boum, il croise. Voilà, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Et donc, vous voyez, les agrégations ont permis d'avoir un jeu de données plus petit, d'avoir des temps de réponse très satisfaisants. Et évidemment, après, si je veux descendre à un niveau de détail plus fin que les tables agrégées, donc par exemple, si je veux savoir l'heure à laquelle la personne est récupérée, ben là, je vais repasser sur un mode direct query où il va réinterroger la base de données relationnelle et donc utiliser la force du direct query. Voilà, j'ai terminé pour la démo, mais je pense que c'était une bonne synthèse de C'est bien super. comprendre les différents modes de connexion. Je vais juste préciser un point avant d'enchaîner sur le troisième sujet, que je vais essayer de vous animer, parce que je vois le temps tourner. Et après, on a aussi ouvrir questions-réponses et débats. C'est que euh, on dit souvent, ouais, quand on a beaucoup d'infos, quand on a des gros jeux de données, Power BI, il est long, etc. Oui, parfois, ça peut être aussi lié purement, je dirais, techniquement. Si vous utilisez ça sur une Game Boy, forcément, ça va être compliqué. Donc, on ne peut pas non plus se dire, on va faire des projets Power BI avec des machines qui ne sont pas taillées pour faire du projet Power BI. J'enfonce une porte ouverte, mais je pense qu'elle est importante. J'ai beaucoup de clients qui me disent: «Ah ouais, 4 gigas de RAM, ça suffit pas, c'est honteux». Oui, OK, d'accord. C'est aussi important de l'avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas faire tourner, n'importe quel outil sur n'importe quelle bécane. Joël, Tristan, vous partagez mon avis ou pas? Oui, non, mais tout à fait. Mais généralement, faut vraiment sensibiliser les gens à ce que Power BI Studio, Power BI Desktop, pardon, ait besoin quand même d'un certain nombre de RAM disponibles. C'est Et ça. qu'ensuite, le premier chargement, la construction du dataset, bah, si elle se fait sur le poste de travail, bah, la mémoire dispo, c'est la mémoire du poste de Ah, le travail. travail. Ce qui ne sera pas le cas ensuite lorsqu'on enverra vers le service. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse, je la referme juste après, mais du coup, ce qui ouvre le sujet sur l'utilisation, par exemple, des data flows, qui permettrait
de décharger parfois aussi le chargement de grosses données dans le service. Enfin, c'est comme ça que je l'ai parfois utilisé dans certains projets. Après, le seul problème qu'il y a, Joël, sur les data flows aujourd'hui, moi je suis pas un grand fan des data flows Power BI. Donc, pour ceux qui connaissent pas les data flows, c'est Power Query Online, hein. Donc, c'est la possibilité de créer des requêtes Power Query, donc des tables, mais au lieu de les faire tourner dans le desktop, vous les faites tourner directement dans le cloud. Donc, ça permet par exemple à des gens qui ont un Mac de développer des requêtes Power Query directement en ligne. C'est qu'il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas de la possibilité de faire du query folding et de mettre en place du rafraîchissement de données incrémental entre un jeu de données Power BI et un data flow euh, euh, online. Et donc, on a eu un cas récemment avec un client où on ne pouvait pas utiliser de base de données relationnelle. On a des fichiers à plat qui font à peu près 30-40 millions de lignes. Et donc, on a dû mettre en place, entre guillemets, une architecture où il n'y avait pas de base de données en amont. Et on n'a volontairement pas voulu utiliser les data flows. On a directement fait avec un dataset et un chargement incrémental différent basé sur les dates dans le SharePoint. Enfin bref, on n'a volontairement pas utilisé le data flow parce que on savait que même si on crée une couche en amont de data flow pour stocker les données, il n'y aurait pas de chargement incrémental entre le dataset Power BI et le data flow. Donc voilà. C'est pour ça que sur ces sujets-là, en général, moi j'y vais quand même un peu à reculons avec le data flow, hein. C'est bien important. Non, pour la question, faut-il avoir une licence Power BI pour Dataflow? Oui et non. Oui et non. Oui, j'ai répondu à la précédente table ronde. Voilà, on a eu des échanges sur la table ce matin, donc je vous inviterai de regarder le replay quand il sera disponible. Mais globalement, c'est pas oui utile. Et non. C'est pas utile, mais on a des fonctionnalités limitées. Voilà. Je vous propose de balancer sur un autre sujet qui est maintenant ce qui se passe un petit peu dans le back-end au niveau de l'optimisation et de la performance. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Et en théorie, ça devrait bien se passer, je pense. Voilà, ça devrait être le cas si vous me confirmez que tout se passe bien. Parfait. C'est bon. Je vais reprendre plein de sujets qui ont été évoqués en fait. Alors, je ne vais pas faire une espèce de synthèse, ça serait trop prétentieux. Et en plus, j'aimerais qu'on se laisse un petit peu de temps d'échange aussi, de questions-réponses et de synthèse. Donc, je vais la faire courte pour le coup. Ici, je vais vous présenter un cas de figure assez simple pour le coup, où on est clairement dans un modèle composite, clairement dans un modèle multisource. Je mets de l'import, de l'agrégation, j'ai tout en fait. Ici, dans ce modèle, j'ai de l'import, de direct query, voilà. Et on se dit, bah oui, comment tout ça, ça va interagir ensemble. Et derrière, pour l'exemple, j'ai fait exprès pour l'exemple, je me suis branché sur une base SQL. Alors qu'elle soit on-premise ou pas, peu importe, c'est pas le sujet du moment. Mais pour la démo, je l'ai fait on-premise. Et on parle tout à l'heure de direct query, de query folding, de native query. Ouais, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que ça raconte? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait, et je vais volontairement faire du direct query et de l'import. Quand on fait du direct query, on va utiliser, pas nécessairement en tout cas, mais surtout pas que, les ressources de Power BI. On va surtout utiliser les ressources du serveur qui est derrière, qui va recevoir la requête, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que si on vient attaquer quelque chose qui est long, par définition, on aura quelque chose en sortie qui est long. D'accord? C'est le sheet in, sheet out, hein, c'est le même principe, dans le principe, voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on va interagir Power BI avec votre système en back-end, dans le cadre d'un direct query, par exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Ici, du côté très simple, j'ai des bases assez volumineuses que j'ai gonflées volontairement pour la démo. Et le but est de faire, alors dans le cas métier, hein, je vais vous donner un petit peu de cas de contexte rapidement. Dans le cas métier, c'est j'ai accès à un dashboard par pays. Et dans ce dashboard par pays, j'ai en plus intégré de la RLS, ça c'est un autre sujet. Et en plus, je n'ai pas forcément besoin de voir toutes les régions en fonction de qui se connecte. Par contre, j'ai besoin de voir le chiffre d'affaires de l'ensemble de ces régions. Par exemple, ici, je suis sur l'Europe. Peut-être que j'ai accès qu'à la France et qu'à l'Allemagne, mais quand je me connecte, même si je n'ai pas accès, par exemple, aux pays anglophones, eh bien, je dois voir le chiffre d'affaires total de tout ça. Donc, on a un peu d'agrégation, on a un peu de pas mal de choses qui se croisent. Et ce qui est intéressant, c'est que pour faire des tas d'agrégations, on a deux méthodes. Et Tristan l'a clairement expliqué. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais je vais prendre deux exemples. J'ai une première méthode qui serait de dire, bah, je vais ici déjà essayer de faire bosser un peu SQL Server. Alors, quand on se connecte en direct query, par exemple, à SQL Server, quelque chose qui est intéressant, c'est que on peut tout de même faire des choses très intéressantes dans Power Query, mais on est quand même très limité. Hein, en direct query, on va limiter le traitement possible. Et ça, je pense que Tristan et Joël, vous êtes d'accord avec moi, il faut bien avoir en tête que le choix de connexion inclut aussi et emporte avec lui des potentielles limitations dans Power BI.
Je vois que vos micros sont mute, donc je suppose que je vais faire un petit monologue, mais en direct query, je vous repose la question. On est d'accord. Dans Power Query, Si on le fait de t'interrompt se pas, connecter c'est que tu dis pas de conneries, Guillaume. le fait de dire des directs query peut limiter la capacité de Power BI d'une part en DAX. Tout n'est pas compatible en DAX, d'accord, quand on fait du direct query, et tout n'est pas possible à faire dans Power Query. Premier point. Je voulais le préciser. Quand on parle de native query, voilà ce qu'on peut faire. C'est quoi le native query? Eh bien, en fait, c'est jusqu'à où Power BI va pouvoir aller demander au back-end, d'accord, la requête qu'on est en train de lui demander. Si vous êtes un petit peu curieux, vous avez déjà fait quelque chose ici, eh bien, dans les requêtes ici de Power Query, sans faire trop technique, vous allez remarquer qu'ici, à chaque fois dans le petit menu, on a affiché quelque chose qui s'appelle afficher ici la requête native. Tant que ce menu, entre guillemets, cette fonction est active, ça veut dire que c'est supporté du côté back-end en query folding. C'est-à-dire que c'est la capacité de l'outil à interpréter la requête et à vous la renvoyer proprement. Ce n'est pas Power Query qui travaille, pour faire simple. D'accord? Oui, c'est possible. Alors, on se dit, vous savez, quand on fait de la self-BI, machin, ouais, moi, Power Query, je transforme tout dans Power Query. Ouais, pourquoi pas? Mais on peut avoir un problème, c'est que si on ne fait pas gaffe à ce qu'on fait, on peut foutre, excusez-moi l'expression, un serveur de prod par terre. Je vous donne un exemple très bête. Sur la grosse volumétrie, c'est possible. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai fait une requête de fusion très simple. Je l'ai fait en mode import, etc. Super. Donc, j'ai fait ici une requête de fusion, mais si je ne fais pas gaffe à ce que je fais, ici, on a ce qu'on appelle des types de jointure. Ça, c'est typiquement de la performance. Et c'est typiquement ce qu'avait dit Joël en introduction, c'est la notion d'intégrité référentielle, hein, Joël, que tu as évoqué tout à l'heure, s'il me semble, hein, si je m'abuse. Il faut faire attention à ce qu'on va utiliser. Sans faire trop technique, il y a différents types de jointures qui vont dire je prends tout, même si ça n'existe pas dans ma table à côté, ou je prends uniquement ce qui est semblable entre les deux, etc. Cette façon de travailler va impacter le direct query qui est derrière et donc le query folding. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment lui, il a converti ça. Eh bien, ici, dans la direct query, on va voir ce qui est envoyé ici, et je vais peut-être légèrement peut-être zoomer ici, c'est toute la requête telle que Power BI l'a modélisée et va envoyer ça derrière au serveur qui est derrière SQL ici chez moi. D'accord? Donc c'est important de comprendre ce qui se passe. Et surtout, ici, en fonction du choix de la connexion, et je vais résumer vite fait, ici, vous remarquerez peut-être qu'on a des connexions en inner join, par exemple. C'est-à-dire que le choix de ce qu'on va utiliser va impacter le serveur. D'accord? Je reviens un petit peu en arrière. Et à partir du moment où, par exemple, je vais commencer à faire des agrégations directement dans Power Query, hein, j'ai le droit de le faire en Power Query, je suis toujours en requête native, et d'ailleurs, on remarquera en bas qu'il a fait le fameux ici group by, donc on est déjà dans de l'agrégation, mais on utilise la performance du serveur. Et pour l'instant, on n'a pas encore utilisé la performance de Power Query. Ça, c'est très important. OK? Enfin, je vais essayer de faire quelque chose qui n'est pas compris par le système. Il savait ici que, par exemple, dans Power Query, ici en langage M, on peut faire des choses très simplement où je vais lui demander « donne-moi le dernier jour de la semaine ». Quelque chose qui n'est pas compris nativement en SQL. Ça n'existe pas, cette fonction nativement comme ça. Et donc, l'impact est fort. Parce que si vous regardez, je n'ai plus accès à ma à ma requête native. Je ne peux plus l'appeler. Ça veut dire qu'en fonction des traitements que vous allez faire, en fonction du choix de la connexion que vous allez faire, vous pouvez déporter à un moment, sans le savoir, eh bien, un traitement d'un côté plutôt que d'un autre. Ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, on va faire un petit test ensemble. Ça veut dire que ici, je vais lancer ici ce qu'on appelle un petit profiler, d'accord, que je vais remettre en route. Et je vais déjà tout simplement ici venir rafraîchir cette requête. Si je rafraîchis cette requête, eh bien, du côté profiler, il est vu ce qui était passé. Et moi, ce qui m'intéresse d'aller regarder ici, c'est comment il a interprété ça. C'est-à-dire que ici, dans ma requête, eh bien, extrêmement simplement, je vais pouvoir comprendre ce qui est passé dans SQL Server et jusqu'à où il l'a fait. D'accord? Eh bien, ça, c'est encore des choses qui sont peut-être un peu techniques, mais le choix de la connexion, le choix du support, le choix de la donnée, la qualité de la donnée est importante. Par exemple, ici, je reviens. Je vais dans l'outil de modélisation. Ça, je n'ai pas vraiment besoin. On a parlé aussi de query folding, on a parlé de vue. Eh bien, par exemple, moi, je prends un exemple ici, dans mon cas de figure, où cette donnée-là doit être extrêmement vivante. C'est quelque chose qui vit en temps réel, ce sont les ventes dans le monde en temps réel, et on a besoin de les consolider en direct query en temps réel. D'accord? Les agrégations, Tristan, sous ton regard, les agrégations en direct query,
On peut le faire de plusieurs façons. Enfin, on ne peut pas le faire en mode full direct query, d'accord? Et donc, ça veut dire que je vais pouvoir essayer de déporter ce problème-là dans les vues de côté. Donc, on peut se dire, bah oui, mais direct query, est-ce qu'il peut faire l'agrégation? Oui. C'est exactement ce qu'a expliqué Tristan tout à l'heure. On peut tout simplement ici venir déporter, faire des vues d'agrégation dans le back-end. D'accord? Un point qui est important, si vous faites des connexions qui demandent beaucoup de volumétrie, il va falloir aussi qu'on vienne parler d'optimisation de la base de données qui est derrière. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais ici, dans les bases de données, on va avoir des notions d'indexation, on va avoir des notions de ce qu'on appelle de column storing, on va avoir des notions d'optimisation qui sont connues dans les systèmes de back-end et qui peuvent aussi venir optimiser vos modèles de données. D'accord? Concernant la sécurité, parce que c'est un point important. Quand on fait, et ça je reviendrai là-dessus, quand on fait par exemple des choix de connexion sur la sécurité et sur la performance, plusieurs méthodes. Si on fait du direct query, on peut très largement imaginer que ça soit géré du côté back-end. Mais on peut aussi ajouter, et j'ai eu un échange tout à l'heure dans le chat avec quelqu'un d'entre vous, où on peut aussi venir utiliser une partie de l'intelligence du back-end pour la sécurité et venir agrémenter cette sécurité aussi dans Power BI, et je ne vais pas vous le faire voir ici parce que vous connaissez tous et toutes, avec la fameuse RLS. D'accord? C'est aussi important de l'avoir en tête. Je ne vais pas vous faire voir un petit peu les codes qui sont derrière parce que ce n'est pas le but du moment, mais on peut vraiment marier les deux. Donc quand on dit l'arbitrage, bon, back, front, est-ce que je le fais là, tout partie, ben, je vais faire une réponse de consultant. Ça dépend. Ça va dépendre d'un besoin métier, ça va dépendre d'un environnement, ça va dépendre de la volumétrie, ça va dépendre du besoin. Comme le disait Tristan, est-ce qu'il faut sortir le bazooka pour casser la noisette? Parce que si on rafraîchit la donnée qu'une fois par jour, est-ce qu'on a besoin d'un direct query ou pas? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue optimisation, on a eu un long discours avec... oui, on a eu un long discours, Tristan, avec toi aussi là-dessus. C'est quand on dit c'est pas performant, il faut faire très attention à ce qui n'est pas performant. Souvent, on est bien étonné de se dire, en fait, Power BI, lui, il vient consommer ce qu'on lui donne à manger. D'accord? Et donc, je voulais vraiment insister sur ces deux points-là, parce que je vois l'heure qui tourne. Tristan, Joël, par rapport à ce qu'on vient de se dire, parce qu'on est bientôt dans 8 minutes de la clôture de cette table ronde, moi, je voulais insister sur cette partie optimisation, back-end, etc. Dans le chat, j'aimerais bien aussi qu'on regarde s'il y a des questions, je n'ai peut-être pas répondu ici. Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose? Par exemple, on n'a pas parlé de quelque chose qui est important dans ce projet-là, Joël et Tristan, c'est le user à la fin. C'est quand même le user. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on va parler de... est-ce que tout le monde, est-ce que quand on fait de la self-BI, à partir de quand s'arrête la self-BI, à partir de quand elle commence? Quelles compétences il faut avoir pour être sûr de répondre à tout ce qu'on s'est dit là? Aujourd'hui, on a des cubes qui font des millions et des millions de lignes en entreprise. À partir de quand et jusqu'à où il faut aller en self-BI? C'était un sujet qu'on devait aborder aussi, parce que parfois, quand on le fait à la sauvage, on peut avoir une bête de course et en 2 minutes mettre le truc par terre. Joël? On en a parlé indirectement et on en a parlé beaucoup. Typiquement, on a beaucoup parlé, mais on n'a pas vraiment synthétisé. C'est à partir de quand ça s'arrête et où on s'arrête, quoi. C'est-à-dire que si on est en train de requêter un cube, c'est un cube AS par exemple, on est sur de la self-service BI et on peut tranquillement requêter de la même manière que quand on requête un dataset directement. On peut être relativement confiant et si on est un utilisateur métier, on peut bâtir assez rapidement des rapports. La self-service BI, c'est quelque chose, on parle souvent de low-code dans la Power Platform, c'est du low-code, mais sauf que derrière, ça ne veut pas dire ne pas connaître quelques principes de modélisation. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas cité depuis le début, hein, on n'a pas parlé de modèle en étoile, on n'a pas parlé de table de dimension et de table de fait. Il y a quelques principes comme ça qu'il faut connaître, même si ça paraît technique, qui sont des principes de base qui permettent d'optimiser le modèle de données côté Power BI. Je vois que des choses qui passent dans le chat et je rebondis sur un truc. Je sais que Tristan, tu vas l'apprendre, mais je voudrais rajouter un point entre les deux qui, à mon avis, est peut-être essentiel, si ce n'est majeur. Le choix de la connexion, le choix de l'endroit où on va stocker la data va inclure un point fondamental, la gateway. On n'en parle jamais, mais c'est aussi potentiellement une autre surcouche supplémentaire. Je vais prendre un exemple.
On travaille on-premise sur un cube, allez, SQL pour le coup. On travaille sur Azure SQL de l'autre côté. Pas forcément besoin toujours de la passerelle pour des raisons techniques que vous imaginez. C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Plus on rajoute, entre guillemets, d'intermédiaire, je vois Tristan qui esquisse un sourire du coin, du coin, je pense qu'il y a un truc à nous dire dessus, mais c'est aussi un sujet qu'il faut avoir en tête, parce que plus on rajoute d'outils, plus on rajoute d'intermédiaires, plus potentiellement on peut multiplier aussi les risques de dysfonctionnement, première chose. Et deuxième chose, en performance, ça a nécessairement un impact. Tristan, ça m'intrigue parce que je vois que tu souriais, peut-être bizarrement, je ne sais pas. J'ai dit une bêtise. Non, c'est ton entrain et ta motivation légendaire qui me font rire. Non, Est-ce que mais j'ai pour raconté une connerie répondre, sur ça? on va prendre la question de Gaël, mais juste Le pour gars rebondir qui sur est ce un que peu le disait Joël, connecteur. globalement, si on essaie, toujours essayer de prendre un peu de recul. Il y a deux types de projets Power BI, à mon sens. Il y a les projets où il n'y a pas l'IT, il n'y a pas de base de données. Et donc, il va falloir travailler avec des fichiers à plat, inventer des systèmes pour que ça se passe bien, même si on a un peu de volumétrie. Voilà. Et puis, il y a d'autres projets où là, c'est un projet qui doit ou qui peut être porté par l'IT parce il y a une volumétrie de données conséquente et où il y a une volonté de centraliser la donnée dans une couche en amont. Il y a déjà un contexte existant avec une base SQL, Oracle, etc. Et là, on va devoir composer avec ce contexte existant, voir jusqu'où nous, on peut intervenir en tant qu'expert BI dans la chaîne de valeur de la donnée. Et là, ça me permet de faire la transition avec la question de Gaël, parce qu'effectivement, notamment dans les grands groupes, malheureusement, on n'arrive quasiment jamais en terrain vierge. On arrive dans un contexte où il y a déjà des choses qui ont été mises en place, notamment sur la partie base de données. Et donc, la question du choix du connecteur et de la performance des connecteurs, ça, c'est vrai que c'est un point qui est très, très important. Moi, j'ai pas le même niveau de sérénité quand j'aborde un projet Power BI où le client est déjà sur du SQL Server ou me dit, bah, écoute, on n'a rien, on vous laisse la main sur l'architecture, versus un client qui me dit, bah, on est sur une base Oracle ou on est sur du MongoDB, voilà, va falloir faire avec, ça sera ça et rien d'autre. Ah oui, là, effectivement, il va y avoir des discussions à avoir sur l'architecture, sur le data engineering, sur le mode de connexion. Est-ce que le connecteur est disponible? MongoDB, par exemple, j'ai appris récemment qu'il n'y a pas de connecteur dans Power BI. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui impactent aussi la chaîne globale d'un projet BI qui sont pas simples. Je vois que tu Oui, souris pour Christophe, la je parle de réponse. SQL Server. Et je réponds aussi un petit peu à la question de Gaël qui est très pertinente. Le connecteur en lui-même, encore une fois, vous savez, on est dans un univers. Je ne sais plus dans quelle session on parlait des 483 connecteurs. C'était ce matin, je crois, Joël. Oui, c'est ça. Et effectivement, dans les 483 connecteurs qui existent dans la Power Platform, il y en a certains qui seront plus ou moins, si vous prenez le bon vieux lien ODBC, parfois on peut avoir quelques lenteurs. Si on prend des liens directs avec Azure, ce sera peut-être forcément plus performant. La question du connecteur est très importante. Effectivement, et je sais Gaël où tu veux en venir, d'ailleurs tu peux prendre la parole si tu le souhaites, mais je pense que tu veux parler de certains connecteurs. On avait évoqué le sujet sur des outils tierces comme, par exemple, pour les citer Google, etc. On peut aussi avoir des problèmes. On a aussi, par exemple, aussi des problèmes de performance sur certains API et aussi certaines limitations. Ouais, et puis il peut y avoir aussi certaines limites, hein, par exemple, pour en citer une, comme par hasard, depuis que Salesforce a racheté Tableau, le connecteur Salesforce dans Power BI, il est plus aussi stable. Déjà qu'avant, il n'était pas top, mais là, il est encore moins bien qu'avant, quoi. Et voilà. Donc, voilà. Exactement. En train de dire qu'il y a du sabotage, là, ça va être compliqué. Ouais. On est en phase. Guillaume, il nous reste 1 minute. Je ne sais pas si tu as vu niveau temps. Oui, on va conclure justement. Donc, je voulais. Y a-t-il des questions dans le chat auxquelles on n'a pas répondu? Et je pense qu'on pourrait laisser en 10 secondes chacun ou 15 secondes chacun, Joël, Tristan et moi-même, un mot de clôture. Qui veut commencer pour clôturer tout ce qu'on vient de se raconter, les grands principes à ne pas oublier? Vas-y, Joël, je te laisse ce Merci. Merci les gars. On fait les plus jeunes d'abord. Allez-y. Voilà. Double couche, merci. Merci beaucoup, Tristan. Alors, comment conclure? C'est-à-dire que le débat est tellement vaste. Si je vais essayer de faire une conclusion très courte. Merci Joël, c'était gentil. C'est parfait. Non, mais j'ai vu dans le chat que le débat a pu effrayer certains parce qu'on a quand même les utilisateurs Power BI, c'est souvent des utilisateurs métiers ou des utilisateurs qui sont non techniques et donc forcément être
Oh là là, je vois le chat. Et donc, forcément, notre débat a pu effrayer. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes un utilisateur selon le niveau sur lequel, le niveau auquel vous êtes, soit vous allez avoir donc un fort impact de l'IT dans votre organisation, et donc probablement, je l'espère, vous aurez à disposition un dataset référencé de référence ou alors un cube. Si vous avez des problématiques, le premier niveau à aborder, c'est gérer les problématiques, enfin faire un modèle le plus standard et le plus simple possible. Alors, je sais qu'on n'a pas trop abordé cet aspect modélisation dans le jeu de données Power BI. Je crois que c'est le premier niveau à aborder pour un utilisateur low-code. Après, les problématiques qu'on a vues, des problématiques d'optimisation back-end, on met un pied dans l'IT, et donc c'est pas forcément le créateur de rapport standard qui aura à faire ça. Merci Joël, c'est plutôt cool. Tristan, je te laisserai l'avant-dernier mot de la fin, après j'arrêterai l'enregistrement. Joël a bien résumé, bon, vous l'avez compris, c'est des sujets qui sont pas simples. Globalement, les sujets vont souvent tourner autour de 3 thématiques. La taille du jeu de données, les temps de rafraîchissement côté back et les temps de côté front. Voilà, à chaque fois, quand vous allez faire des choix de modélisation dans Power BI, ça va jouer sur ces 3 thématiques. Il faut garder en tête aussi que 90% des projets Power BI aujourd'hui, c'est des projets plutôt portés par le métier avec une faible volumétrie où il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans toutes ces considérations-là. Mais c'est quand même bien d'avoir tous ces sujets-là en tête, de faire les bons choix, les bons arbitrages. L'avantage quand on est sur des technos comme ça, avec Azure ou Power BI, c'est qu'on peut tester. Vous n'avez pas besoin d'acheter un serveur, d'engager des coûts fixes tout de suite. Tester, voilà, soyez curieux. C'est la meilleure manière de vous faire votre propre idée sur ces technos-là, hein. Je suis assez d'accord. Merci en tout cas pour tout ça. Moi, le seul mot que je dirais à la fin, c'est faut penser métier toujours, pas se lancer dans un projet comme ça. Pensez métier, pensez besoin utilisateur final, et pas se lancer dans un développement de furieux. En tout cas, merci à tous pour ça. On était très nombreux à cette table ronde. Il y a d'autres choses qui s'enchaînent derrière que je ne vais pas trop vous retenir. Merci encore. Les replays seront bientôt disponibles. Je vais couper l'enregistrement. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour